Allô, bonjour. Coucou, c'est moi, dis. T'as entendu? Il paraît que Napoléon a inventé Photoshop. Attends, c'est pas tout à fait ça. Je t'explique. Napoléon, un génie de la communication. Un podcast en 4 épisodes proposé par la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Épisode 4. Rien ne sera plus jamais comme avant. Nous avons progressivement, dans les épisodes précédents, opposé à la propagande picturale napoléonienne la réaction de ses ennemis par le biais de la caricature. Dans cette dernière partie, nous voilà au bout de cette lutte graphique jamais égalée. Les temps ont bien changé, et nous sommes loin d'Arcole, d'Austerlitz et même d'Iéna. En 1814, l'empereur se bat non plus pour conquérir, mais pour défendre le sol français, avec des Marie-Louise, comme on les appelle, du nom de l'impératrice. Des gamins de 17 ans, parfois aussi fougueux qu'inexpérimentés, tous les meilleurs hommes étant tombés depuis longtemps au champ d'honneur. Une parenthèse d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais sous le Premier Empire, la France était bien plus peuplée que l'Angleterre et la Prusse réunies, sans parler de l'Autriche ni même de la Russie. D'où un gros réservoir, mais qui, en 1814, se tarit dangereusement. Malgré une campagne absolument extraordinaire, parfois menée à 1 contre 4, des victoires à répétition qui feront dire à Wellington 50 000 hommes plus Napoléon, cela fait 100 000, il faut cesser le combat, faute de combattants. Et où en sont les caricaturistes dans tout cela ? Jusqu'à l'abdication, point de répit. On cogne sur le petit tondu, comme le nomment ces soldats. Mais les choses vont changer. Nos artistes ont lâché leur os, serait-on tenté de dire. On ne tire pas sur une ambulance. D'ailleurs, tout va trop vite. Napoléon est déjà parti qu'arrive le podagre Louis XVIII et son cortège de vieux aristos aussi revanchards que défraîchis. Ça sent fort la naphtaline. Alors, un curieux mouvement s'opère. Puisque les dessinateurs se sentent libres, ils vont changer de cible. Les hommes de pouvoir étant par nature leur premier choix, on va se moquer du vieux roi en place en imprimant de jolis dessins moqueurs, d'épiques et gentilles railleries, mettant en scène l'Aiglon, le fils de l'aigle. Après tout, possible prétendant à court ou moyen terme à une couronne ni très solide, ni faut-il l'avouer, très fun. Ces dessins, souvent des lithographies de haute qualité, nous présentent donc un bambin impérial volant au gros roi impotent la casquette à papa, le fauteuil à papa. Les rires se mêlent au mécontentement qui se multiplient, d'autant mieux que là où Napoléon proposait des parades, Louis XVIII et sa clique proposent des messes funèbres accompagnées d'un retour des privilèges. L'accueil, ou plutôt le succès, est garanti. La grande différence avec Napoléon, c'est que le roi ne réagit pas. Il laisse faire son bon peuple. Et justement, dans ce bon peuple, il y a un mouvement d'opinion que Louis XVIII n'a pas décelé à sa juste valeur. Car vaincu et blessé, l'ancien empereur n'est pas vraiment au chômage sur son îlot de villégiature. Tel une araignée, il construit patiemment la toile de sa légende face à des aristos qui n'ont rien appris ni rien retenu. L'aigle araignée est toujours vivant. Tellement vivant que... le revoilà pour les 100 jours, et en défenseur du libéralisme, s'il vous plaît, avec la liberté de la presse dans ses bagages. Les caricaturistes n'attendaient sans doute que ça. On imagine déjà une nouvelle flambée, il momento della verità, comme le disent nos amis italiens, mais non. D'abord, ce retour ira une fois encore trop vite pour s'organiser dans les rédactions. Et puis, il y a beaucoup plus drôle pour nos artistes, qui ont pris le pouls du peuple dès le débarquement au Golfe-Juan. Petite parenthèse pour rappeler que ce pouls
ce baromètre de l'atmosphère ambiante, c'est de tout temps le propre du dessin de presse. Revenons à Napoléon. Souvenez-vous, au début de nos campagnes, le jeune Bonaparte n'était pas la seule cible des dessinateurs. Eh bien, lors des 100 jours, dernier baroud d'honneur, c'est presque le même phénomène. Nos artistes vont plutôt s'intéresser à tous ceux, souvent des hommes d'État et généraux faits par Napoléon, qui ont prêté puis renié leur serment, et cela depuis Louis XVI. Un vrai régal. C'est tellement bon que cela sera exploité dans les années 1820 dans un célèbre recueil intitulé « Le dictionnaire des girouettes », où on attribue aux prêteurs de serment des petites girouettes comme les étoiles d'un guide touristique. Les dessinateurs, dans l'air du temps et de ses moqueries pleines de cynisme, se déchaînent donc dans des productions irrésistibles. Des centaines pleuvent sur toutes les régions de France et d'Europe. Le meilleur dessin connu, ou tout du moins le plus représentatif, est le serment de Ney, avec un Z. On y voit Napoléon, cul nu, se faisant embrasser et renifler le fessier par le maréchal Ney, avec un Y, c'est toute la subtilité. L'ex-brave des braves, comme l'appelaient ses soldats. Seulement voilà, le brave des braves a retourné sa veste et prêté serment à Louis XVIII, en lui promettant de surcroît, alors qu'on ne lui avait rien demandé, de lui ramener l'ogre corse dans une cage de fer. Rien que ça. Et voilà donc le brave des braves qui fait volte-face, une nouvelle fois, pour les 100 jours, et jure fidélité à son empereur. Bon, ça lui portera pas chance, puisqu'il finira fusillé après Waterloo, mais quelle pantomime! Le phylactère du dessin, la bulle type BD si vous préférez, fait parler le honteux maréchal en fâcheuse position. Je jure que ça sent la violette. C'est une référence au surnom de Napoléon en 1815, revenu en mars de l'île d'Elbe, période d'éclosion de la petite fleur des champs. L'empereur tient dans l'une de ses mains une aigle. On ne dit pas un, mais une, dès lors qu'il s'agit des aigles impériales, considérées comme des sculptures. Aigle, donc, sous laquelle on lit sur un petit voile « Champ de mai ». Pour les non-napoléophiles, le Champ de Mai fut le lieu où, en 1815, toutes ces braves girouettes galonnées, les emplumés, disaient les soldats, y prêtèrent une fois de plus serment à leur chef suprême. Dernier rappel. Pour chaque dessin commenté, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur le site des podcasts de la ville d'Antibes. Le dessin du serment de Ney fait le tour de France, et le maréchal sujet à toutes les railleries. Sa mort n'effacera même pas cette lamentable fin. Mais c'est déjà Waterloo, et la fin de l'aventure. Le départ pour Sainte-Hélène va pratiquement sonner le terme de la Lalie graphique. Pourquoi continuer à s'acharner ? À Sainte-Hélène, dans ses mémoires, Napoléon reconnaîtra bien volontiers avec toujours sa grande lucidité « Les dessinateurs ne m'ont pas épargné, parfois avec talent. Mais que faire ? On ne se débarrasse pas de l'humour à coups de canon. » Pour en finir avec l'imagerie napoléonienne, faisons un bond dans l'histoire. Et intéressons-nous, ce sera notre dernière caricature, plutôt à l'empereur moustachu, le neveu de son oncle. Vous l'avez reconnu, Napoléon III, dernier souverain français. Ce fut l'ultime clin d'œil du destin en référence à son glorieux aîné, et on ne pouvait pas le passer sous silence. Louis-Napoléon, alias Napoléon III, va forger son empire sur le souvenir de son illustre tonton. Mal lui en prendra. Menés par le grand Victor Hugo lui-même, les caricaturistes vont démolir avec application le dernier empereur en se moquant, avec une cruauté bien supérieure à celle utilisée contre l'oncle, de ses faits et gestes. Après la débâcle de 1870, l'anti-bonapartiste Faustin ose une caricature outrancière pleine de symboles. Napoléon III, le teint cireux, est habillé et coiffé des habits de son oncle, redingote, bicorne, etc. En haut sur sa gauche,
une étoile riante lui fait un pied de nez. C'est une allusion à l'étoile de Napoléon Ier qui veillait, selon lui, sur sa destinée. Le pauvre Louis-Napoléon traîne un boulet attaché à sa botte, celui de sa malheureuse ascendance impériale. Enfin, détail ô combien morbide qui attaque le souverain sur ses handicaps physiques, l'épée à son côté est remplacée par un clister, instrument barbare médical censé alléger les terribles souffrances de cet empereur handicapé par d'énormes calculs dans la vessie. L'empereur, à l'agonie depuis plusieurs années, mourra d'ailleurs 2 ans après ce dessin d'une triple opération fatale. Mais c'est l'heure de notre conclusion. D'abord, vous êtes-vous demandé comment Napoléon Ier, ou plutôt ses peintres éditorialistes, faisaient pour restituer les faits d'armes ? Ils n'y étaient pas, bien évidemment. Vous vous en doutiez. On les imagine mal en tenue de ville avec toile et pinceau. Non. C'est beaucoup plus simple en réalité. Napoléon avait sélectionné lui-même, parmi ses grenadiers, des as du dessin qui n'étaient sur le champ de bataille que pour monter croquis et futures maquettes. Toute une escouade dont les plus célèbres se nommèrent Pils et le Jeune. Et oui, l'organisation à l'extrême. Finalement, au regard de ces 4 épisodes, il aurait pu y en avoir plein d'autres, pensez. 15 000 caricatures connues à ce jour et principalement conservées dans le musée d'Arenenberg en Suisse. Qui pourra dès lors ne pas reconnaître en Napoléon Bonaparte le véritable inventeur de la communication moderne ? Après lui, rien ne sera jamais plus pareil en matière de dessin de presse, pro ou anti-pouvoir en place. Demandez à Louis-Philippe. Rappelez-vous l'affaire Dreyfus, la Première Guerre mondiale. Demandez à Charles de Gaulle. Demandez à Nicolas Sarkozy. Mais ce sont d'autres histoires. Sans doute d'autres podcasts à venir. Napoléon, un génie de la communication. Une production de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, racontée par Marc Goujon et Jean-François Diaz, réalisée par Jean-François Diaz, écrit par Marc Goujon. Bruitage, BBC Sound Effect, Adobe Stock, musique libre de droit.